Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en été, il fait presque beau. Vous allez en vacances et vous dites qu'est-ce que je vais lire et qu'est-ce que mes ados vont lire. Eh bien, je vais vous faire une petite vidéo sur les young adultes, des sagas. Donc young adultes pour les adolescents et même plus parce que moi j'en ai lu, j'avais déjà 20 ans passés. Donc je ne vais pas vous parler d'Harry Potter. Non, je ne vous parlerai pas d'Harry Potter parce que forcément il sera en première place. Je ne parlerai pas d'Harry Potter, de ce livre, de cette saga magnifique, de ces magnifiques 7 tomes qui m'ont fait voyager toute mon enfance. Non, je ne vous en parlerai pas car évidemment c'est le premier à tous les niveaux. De tous les genres littéraires, Harry Potter sera toujours le numéro 1. Je vous parlerai d'autres livres, donc je vais faire un petit top 5 des sagas littéraires que j'ai énormément aimé lors de mon adolescence. Je vais commencer par la saga littéraire Uglies. Je vais tout tomber, je les ai tous mis autour de moi. Uglies. Donc il y a 5 tomes, là j'ai pas le cinquième en fait c'est un explicatif un petit peu du monde, on va dire c'est un peu un glossaire. Donc on a ces 4 livres, on commence par Uglies, ensuite Special, Pretties, ensuite Special et ensuite Extras. Les couvertures sont super sympas, je pense que c'est pour ça qu'à l'époque j'ai acheté ça. Et puis j'aimais bien le titre Uglies parce que ça veut dire moche et je me suis dit putain mais qu'est-ce qu'ils vont dire sur les moches. Ah non je suis con, mais je trouvais ça assez intéressant. En gros le principe de cette saga Young Adult, on est dans un monde futuriste aux alentours des années 4000. Le monde actuel n'existe plus, il a été détruit parce que nous avons fait plein de guerres, il y a eu des cataclysmes, voilà, on n'a pas pris soin de notre terre. Du coup, ben, voilà, on était tous des abrutis. Et donc, dans les années 4000, on a le monde dans lequel vit Tali. Donc Tali, elle va avoir 16 ans et elle vit dans un monde où à partir de 16 ans, on te fait une opération pour être belle ou beau, donc de devenir pretties, pour ajuster un peu les traits de ton visage qui soient symétriques. Donc tu passes de uglies, donc du petit peuple dont on s'en fout, à pretties. Bien sûr, c'est une rebelle, elle ne veut absolument pas faire ça, mais finalement elle est contrainte de faire cette chirurgie, de passer de l'autre côté. Et quand elle devient pretties, en fait, l'opération ne modifie pas uniquement l'apparence extérieure, ça modifie aussi ton cerveau et te rend un petit peu débile en fait. Concrètement, tu ne penses qu'à faire la fête. Grâce à ses amis de l'ancien monde, elle se rend compte que voilà, c'est un procédé qui est juste avilissant et qui permet encore de contrôler le peuple d'une certaine manière. Donc il n'y a rien d'extra, il n'y a rien de bénéfique à devenir pretties. Ça ne te rend pas la vie meilleure, tu deviens juste plus malléable. Donc, elle se rend compte de ça grâce à une pilule qu'elle teste. Elle, son copain, lui, il prend le côté de la pilule qui est pas bon, donc il a énormément de problèmes, le pauvre, elle culpabilise. Et elle se rend compte enfin qu'il faut qu'elle se rebelle contre ce monde qui est donc un univers dystopique comme on adore dans les young adultes. Sauf que voilà, elle se brûle les ailes et elle est rattrapée par les méchants. Et ensuite, elle devient extras malgré elle, c'est-à-dire qu'elle a des pouvoirs meilleurs, elle est encore plus extraordinaire, elle a une beauté limite effrayante et elle a des pouvoirs beaucoup plus forts. Et au début, elle est obligée d'utiliser ses pouvoirs contre le peuple et ceux qui sont extérieurs au monde dans lequel elle vit. Elle découvre les autres mondes dans lesquels les gens vivent et comment ils vivent, comment ils sont manipulés, comment elle les manipule dans ce monde. Donc il y a vraiment des sujets que je trouve qui sont vraiment très intéressants. On parle de lutte, on parle de la beauté. C'est quoi la beauté? On parle de scarification, on parle de l'anorexie, des sujets très importants, très adultes je trouve pour ce livre-là. C'est pas la meilleure dystopie, c'est pas le meilleur young adulte que j'ai lu, je l'ai mis en dernière position, c'est pour cela, mais il est vraiment intéressant quand même, ces 4 tomes. Le dernier n'est pas nécessaire à lire. Extras non plus, parce que là on n'est plus dans le monde de Tali qui a fait sa révolte, on est dans le monde un peu d'après avec un nouveau personnage qui s'appelle Aya. Il se rend compte de ce que ce monde-là est en train de mettre en place et qui est juste terrifiant. Mais on quitte Tali qui est un personnage à la fois détestable et adorable, qui a des côtés positifs et des côtés négatifs, qui est têtue, qui fait des erreurs, et c'est pour ça que j'aime bien ce personnage parce qu'elle n'est pas parfaite. Et dans Extras, on a une autre personnage, Aya, qui est un peu dans ce même type-là, c'est une asiatique. On se rend compte qu'elle parle japonais, voilà, c'est toujours dans ce monde-là.
Et elle aussi, voilà, elle est un peu avide de célébrité parce qu'elle n'a que ça à vouloir dans ce monde-là qui est assez cruel quand on est normal, concrètement. Donc, à découvrir, je vous conseille Uglies, c'est assez sympathique. En quatrième position, je mets la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc là, je suis au deuxième tome. Je n'ai pas tout lu. J'ai lu le premier que j'ai adoré, le deuxième que je trouve super sympa. J'ai eu de mauvais échos sur les deux suivants. Donc je vous dirai par la suite, je ferai une vidéo sur cette saga Young Adult. Et puis je suis assez contente parce que de tous ces livres-là, de Young Adult Fantasy, c'est la seule auteure française. Je suis très fière de parler de cette saga littéraire qui est juste géniale. Alors, on a Ophélie qui vit dans un monde aussi futuriste. Ils vivent sur des arches. Il y a plusieurs arches qui sont gérées par des entités un peu déifiques. Donc chaque arche a son entité, elle vient de l'arche Anima et son dieu, enfin son truc à elle, l'esprit de famille, on appelle ça l'esprit de famille qui est le grand dirigeant, c'est Anima. Et en fait, elle a refusé plusieurs fois des mariages parce que sur une arche, vous êtes à peu près tous cousins, mais elle ne veut pas se marier, elle veut juste s'occuper des livres. Elle a de pouvoir, alors elle passe les miroirs et elle lit les objets en touchant ce livre, par exemple, elle va savoir ce qui s'est passé, la personne avant qui l'a lu, enfin voilà. Donc voilà, c'est une fille hyper intéressante, très maladroite et elle est un peu l'anti-héroïne parce qu'elle n'est pas hyper belle. Quand on la décrit, elle a des lunettes, elle fait plein de gaffes et ça c'est quelque chose qui est très bien, je trouve. C'est une nana qui est somme toute normale, mais au final elle n'est pas si normale que ça parce que ses pouvoirs sont juste extraordinaires. Et cette Ophélie refuse ses mariages jusqu'à ce qu'elle ne peut plus refuser un mariage avec un mec d'une autre arche. Donc elle n'a pas le choix, il débarque, il est désagréable comme tout, il embarque avec elle parce qu'elle est obligée de le suivre puisqu'elle va se marier avec lui. Elle est chaperonnée par sa tante et ils partent donc cette haute arche où il y a énormément de meurtres, de petits meurtres dans les couloirs, de jalousie, de haine. Et son mari, elle se rend compte, il est considéré comme bâtard. C'est en gros un métis et en fait, il est très très mal vu. Heureusement que sa tante, donc la sœur de son père, prend soin de lui. Et donc Ophélie découvre cet univers qui est vraiment très dangereux pour elle. Et elle ne veut pas se marier, lui non plus, mais au final on sent que j'ai l'impression que lui il est très amoureux d'elle, mais il a cette pudeur et ce sérieux qui fait qu'il ne peut pas se livrer à elle, et puis il est très brut, voilà, elle le trouve très tout le temps en colère, mais c'est quelqu'un de très droit qui a des principes, et Ophélie d'une certaine manière s'attache un peu à lui. Malgré tous les coups bas qui se passent, bon ben voilà, elle arrive à survivre, non sans mal. Et puis l'esprit de famille se prend d'elle parce qu'elle a des pouvoirs très intéressants qui permettraient de lire son livre à lui. Donc là, l'intrigue un peu, c'est qui va réussir à lire le livre de l'esprit de famille de cette arche. L'esprit de famille s'appelle Pharaon, qui perd tout le temps la mémoire. Et en filigrane, tout au long des livres, en fait, on voit un peu le monde d'avant de ce Pharaon qui s'appelait Odin avant, sa sœur, ben, c'est Anima. Donc tous les esprits de famille ont chacun une arche et ils sont tous frères et sœurs. Donc l'esprit de famille de l'arche de Ophélie, c'est la sœur de l'esprit de famille de Pharaon qui gère l'arche où Ophélie est avec son mari. Voilà, il y a tout ce petit truc-là, je trouve ça très sympa et très original en fait. Donc c'est vraiment un petit délice et on le trouve en médiathèque parce que moi j'ai emprunté à la médiathèque. J'évite au maximum d'acheter des livres si je peux les avoir d'une autre manière, à moindre coût, je n'hésite pas. Ensuite, je vais vous parler de Divergente. Donc Divergente, je pense que vous connaissez tous, il y a les films, hein, on les a tous vus, ok. Mais les livres sont tellement mieux. Divergente, c'est paru, le premier tome est paru en 2011 et les autres ont suivi. Donc c'est un monstre post-apocalyptique non daté où on va classer les gens par catégorie. Et ça se passe à peu près à Chicago ou dans ses environs. La société est organisée en 5 factions bien organisées. Et ces factions sont déterminées en fonction des personnes par rapport à leurs traits de caractère dominants. On a les altruistes, les audacieux, les érudits, les sincères et les fraternels. Bien sûr, Béatrice Pueur, elle fait partie de la famille des altruistes avec son frère, voilà. Et elle est obligée de passer le test, je crois que c'est à 16 ans, 15 ans, il passe le test, sauf qu'en fait, elle correspondrait à
toutes les factions. Parce que normalement, tu es censé rentrer dans une case et pas dans une autre. En général, un altruiste, il reste un altruiste. Un fraternel reste un fraternel. Mais là, c'est pas le cas. Elle pourrait être dans n'importe quelle faction, ce qui fait qu'elle est divergente. Et divergent, dans ce monde-là, c'est très dangereux, ben on te bute clairement parce que tu fous un peu la zizanie, quoi. Elle va choisir, enfin la nana qui fait passer le test, elle est super sympa, donc ne dis rien. Elle va choisir la faction des audacieux. Et son frère, lui, va se retrouver chez les érudits. Donc Béatrice, qu'on va surnommer ensuite Trice, donc va suivre toute une formation, hop hop hop, karatéka, clac 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 clac. Et puis à un moment donné, on va leur faire des piqûres, mais ça ne va pas fonctionner sur elle car elle est divergente, qui va les pousser en fait à tuer des gens qui n'ont absolument rien fait. Et elle déjoue justement ce complot. Elle va tomber amoureuse de 4 qui est du coup son formateur là dans ton truc, et lui aussi en fait est un divergent. Elle va perdre ses parents. Ensuite, ils vont s'enfuir pour essayer de réfléchir comment sortir de ce monde de merde et comment rétablir les choses. Donc on sent une tension qui monte, la préparation de la guerre qui est en train de se profiler. Et elle arrive quand même avec 4 et sa team à détruire justement ce système-là qui est juste abominable. C'est une des young adultes que j'ai lues qui est un peu triste à la fin, mais super intéressant. Je l'ai mis en 3e position parce que le dernier tome il est un peu lourd, quoi. Enfin peut-être parce que je suis pas trop guerre, tout ça, mais c'est un peu, voilà, ces batailles-là, ça me gonfle un peu à lire. Mais bon, ceux qui aiment, ben, c'est parfait, quoi. Ensuite, je vais passer à Hunger Games aussi, 3 tomes. Donc, Hunger Games, bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a un film qui est sorti en 2000, japonais, qui est Battle Royale, qui est juste extraordinaire. Je vous le conseille vraiment. Et je pense que Hunger Games est un peu inspiré de ça. Sachant que Battle Royale était déjà est une adaptation, le film est une adaptation d'un livre. Donc Hunger Games est énormément inspiré de Battle Royale. Donc il n'y a rien de novateur dans la création de cet univers-là. Donc on est avec Katniss elle vit dans le 12e district. Il y en avait 13 avant, il y a eu une guerre qui a fait que le 13e district a été détruit. Et maintenant, ils sont toujours dirigés par le Capitole qui, pour les formater un petit peu et les tenir bien en place, va mettre en place un jeu télévisé tous les ans qui va faire s'affronter les 12 districts et s'entretuer avec, au final, un seul vainqueur. Donc, l'état de Panem, c'est un peu un état, c'est encore une dystopie, hein, clairement. Et Katniss va prendre la place de sa sœur, parce que c'est sa sœur qui est sa petite sœur de 12 ans, qui s'appelle, comment elle s'appelle? Un prénom bizarre en plus. Prime, qui a 12 ans, va être tirée au sort et elle va prendre Katniss la place de sa sœur. Et c'est un autre garçon de son district, Pita, qui est très amoureux d'elle, le fils du boulanger, qui va aussi donc aller dans les jeux de Hunger Games. Donc ils vont s'affronter tout le long. Et puis au final, apothéose, ils sont les 2 derniers survivants. Et Béatrice et Pita, ils vont faire un truc de dingue, ils vont essayer de se suicider, mais le jeu ne peut pas se terminer comme ça, parce qu'il faut qu'il y ait au moins un gagnant, donc hop, on va les faire sortir. Ça va faire énerver le dirigeant, le président Snow, là. Et dans le 2e tome, du coup, à tous les 25 ans, on fait revenir les gagnants dans le jeu et qui s'affrontent encore, donc c'est les meilleurs des meilleurs, quoi, en gros. Donc ça fait bien chez Katniss. Et puis elle se rend compte qu'elle est un peu la figure de la révolte et il y a un peu de la révolte qui commence à monter dans tous les districts. Donc le Snow, il a vraiment besoin de faire en sorte qu'elle disparaisse celle-là. Sauf que, ah non, elle est increvable, la nana. Donc 2e tome, il retourne encore dans le jeu et à la fin ça part en freestyle. Elle est sortie du truc, Pita lui il est manipulé, lavage de cerveau qu'on lui fait pour se retourner contre Katniss. Et là du coup il y a une guerre, voilà, qui est obligée de se déclarer parce que c'est plus possible de vivre comme ça. Et cette guerre-là, voilà, il va y avoir quand même des choses très tristes qui vont se passer. Et aussi, dans ce 3e tome-là, j'ai pas trop aimé ce côté un peu guerre, tout le temps, machin, là. Dans le texte, c'est pas quelque chose qui m'a plu énormément, même dans le film, voilà, j'ai pas trop accroché. J'ai vraiment beaucoup aimé le 1er et le 2e tome. C'était pareil pour Divergent. Le 1er et le 2e, j'ai kiffé. Puis le 3e, c'était un peu plus difficile, mais ça se lit vraiment très bien. Il semblerait, c'est ma pote qui m'a dit ça, qu'ils ont sorti un 4e tome de Hunger Games pour la suite. Donc j'ai hâte de le découvrir, il faudrait que je vois quel est le titre, parce que je ne savais pas, c'est sorti il n'y a pas longtemps, il semblerait. Donc à découvrir. En tout cas, Hunger Games, c'est pour moi incontournable, en tout cas à la lecture pour des young adultes. Et le dernier, le gagnant, c'est Twilight.
l'histoire de vampires. Rien à voir avec les autres. Donc on est dans le monde de maintenant, tout simplement, dans une ville des États-Unis où il y a un saleton dégueulasse à force. Voilà. Et on a Bella, en fait, elle vivait avec sa mère et son beau-père. Du coup, il doit travailler, voyager partout. Donc elle est obligée d'aller, enfin elle est obligée, elle dit, bah, ok, je vais aller vivre avec papa dans sa ville toute claquée là-bas. Et elle va aller vivre donc à Forks. Elle va découvrir donc une ville où il se passe clairement rien. Elle tombe un peu amoureuse d'un mec qui est un peu énigmatique avec toute sa famille. Ils sont blancs comme des cachets d'aspirine, comme de la craie. Et elle va découvrir en fait c'est un vampire et que son ami, donc le fils du pote de son père, en fait c'est un loup-garou. Donc voilà. Donc elle découvre le monde des vampires et des loups-garous. Donc elle tombe éperdument amoureuse de lui, sauf que tomber amoureuse d'un vampire, ben, ça a amené des problèmes, donc elle doit faire très attention. Son rêve c'est de devenir vampire, mais Edward absolument il veut pas qu'elle devienne un vampire, il veut qu'elle reste humaine. Donc c'est un peu le tiraillement tout au long de la saga. Alors, oui, le truc de dingue, c'est qu'elle est normale, mais il n'arrive pas à lire ses pensées. D'habitude, il arrive à lire les pensées de tout le monde, mais pas elle. Elle est déjà exceptionnelle, quoi. Bref, du coup, comme il a peur de la perdre, il se casse. Du coup, Bella, elle ne peut pas supporter ça, clairement. Donc, elle va se rapprocher de son ami Jacob, déjà, qui est amoureux d'elle, mais elle va lui faire comprendre non au mec, en fait. Vu que Edward est parti, elles se sont abandonnées, il n'y a plus de raison de vivre, donc elle a envie de se suicider. Mais elle va pas le faire, sauf qu'Edward, il va avoir... voilà, on va lui faire part de l'information, il pense qu'elle s'est suicidée et du coup lui-même va essayer de suicider. Donc on est un peu dans du Roméo et Juliette, quoi. Il va aller chez les chefs des vampires qui sont en Italie, ce sont les Volturi, et ensuite ils vont découvrir l'existence de Bella et ils vont dire maintenant il faut qu'elle se transforme, personne n'est censé connaître notre secret, soit elle crève, soit tu la transformes en fait. Donc ils ont un délai qui fait que ben, la nana, il faut qu'elle devienne un vampire. Ensuite, il y a une grosse tension entre les loups-garous et les vampires ne se supportent pas parce que les loups-garous, pour eux, les vampires, ce sont des meurtriers, tout simplement. Et Bella, ben voilà, fidèle à son amour, voudra se marier avec Edward et vice-versa. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une forte idée du respect du mariage, de la virginité. Edward est vierge, elle aussi. Et c'est quelque chose... Enfin, l'amour, c'est quelque chose qu'ils vont pratiquer après le mariage. Et en fait, j'ai compris pourquoi il y avait tout ça, pourquoi ça a été mis en place comme ça. C'est parce que Stephanie Meyers, en fait, elle est mormone. Et c'est quelque chose qui est très important chez les Mormons, la virginité, l'amour après le mariage. C'est un choix assez noble. Je vous laisse découvrir, c'est super sympa. C'est une histoire d'amour moderne avec des vampires, avec des loups-garous. C'est juste du bonheur. Voilà, donc des petits tips pour des lectures cet été. J'avoue, c'est des gros livres. Mon livre de poche, c'est assez petit. Je vous dis la semaine prochaine pour la dernière vidéo avant l'été. Et sur ce, sayonara!